Et on enchaîne à présent avec Marché à thème, un marché à thème où nous allons nous concentrer sur les small caps et leur potentiel de disruption. Nous en parlons avec Pierre Chang, gérant de fonds OPCVM chez Tocqueville Finance. Bonjour Pierre Chang. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors le phénomène de disruption au sens où on l'entend dans le domaine technologique en tout cas est assez récent. On a vu des géants du numérique se construire en à peine 20 ans dont les chefs ou en tout cas les PDG sont accueillis comme des chefs d'État dans certains gouvernements, même parfois en Europe, à tel point que tous les investisseurs cherchent le nouveau Facebook, vous aussi, j'imagine. Déjà, quand vous êtes spécialisé small caps, ou en tout cas c'est quelque chose que vous regardez très régulièrement, comment est-ce qu'on met ce filtre de la disruption, du disruptif quand on regarde les small caps ? Écoutez, c'est un sujet qui est vraiment passionnant dans notre époque parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'information circule à une telle vitesse, la connaissance est partagée mondialement, pratiquement instantanément. J'exagère un petit peu, mais c'est pratiquement le cas. Ce qui fait qu'on a des cycles d'innovation qui sont extrêmement rapides. Et donc, c'est vraiment, je trouve personnellement, c'est vraiment une caractéristique de notre époque, c'est la disruption. C'est-à-dire quand vous avez des acteurs historiques qui ont un modèle installé, ces gens-là doivent être extrêmement vigilants parce qu'à tout moment, la technologie peut remettre en cause leur business model. Et comme vous le disiez, aux États-Unis, on a des disrupteurs, de premier plan dont tout le monde parle, Netflix, Tesla, etc., SpaceX, Amazon, on parle. Ce sont des sociétés qui sont construites en 15-30 ans et qui aujourd'hui sont les plus grosses capitalisations du monde. Voilà. Donc c'est vrai que les États-Unis profitent énormément de cette tendance-là parce qu'ils ont un marché domestique très important, ils ont le dollar qui les met partout, ils ont tout de suite ils ont un marché adressable qui est le monde entier. Alors c'est pour ça que ce phénomène s'exprime le plus aux États-Unis, mais en Europe on n'est pas complètement. Ce phénomène est mondial et touche tous les pays, toutes les économies, tous les business models. Et donc en Europe, on a des représentants. Malheureusement, il n'y en a peut-être pas suffisamment pour en faire une stratégie cœur dans un portefeuille small cap française. Maintenant, si je vous donne par exemple quelques ordres de grandeur, si je prends par exemple le CAC 40 par exemple. Dans le CAC 40, des potentiels disrupteurs, selon ma vision, il n'y en a pas. Voilà. Mais dans le CAC 40, dans les 40 entreprises les plus grosses cotées à Paris. Oui, tout à fait. Ça tombe bien parce qu'on va parler des small caps. Donc mais c'est le point que vous allez voir où je veux en venir, en fait, c'est que dans le CAC 40, en fait, ce que vous avez pas mal de valeurs qui suivent les mutations. D'accord. Par exemple, la digitalisation, le vieillissement de la population. Qui ne sont pas en fait en anticipation de ces mutations. Voilà, mais ils vont essayer de surfer, donc ils vont essayer d'un peu de modeler leur modèle pour essayer de profiter de la tendance. Donc voilà. Et puis vous avez un gros quart du CAC 40, ce sont des boîtes qui subissent finalement la disruption, qui doivent se transformer. Vous voyez ? Ok, d'accord. Si vous passez au CAC Mid and Small, vous avez 5% de valeurs qui sont potentiellement disruptibles. D'accord. Disruptives. Voilà. Ouais. Vous avez 25% de boîtes qui profitent de la mutation et 25% de boîtes qui subissent en transformation. Et quand vous descendez encore un cran plus bas, le CAC Small, qui sont des boîtes plus petites, là vous avez 12% de valeurs potentiellement disruptives. C'est important le potentiellement quand même. Exactement, parce que on va peut-être en parler juste après. Mais donc ce que je veux dire, c'est que plus vous descendez en capi, en tout cas en France, à la Bourse de Paris, plus vous allez rencontrer des potentiels disrupteurs. Voilà. Mais alors, on parle de quoi quand on parle de potentiels disrupteurs ? On parle forcément d'une solution technologique ou c'est plus large que ça ? C'est plus large en fait. Un disrupteur, c'est quoi ? C'est une petite entreprise qui apporte une nouvelle solution, qu'elle soit technologique, de business model ou quoi que ce soit, une manière de distribuer le produit, qui va remettre en cause l'état de son paysage concurrentiel. Voilà. D'accord. Et qui va remettre en cause le business model des acteurs historiques. Voilà, c'est vraiment ça la disruption. Et quand vous en avez un disrupteur, souvent, il crée énormément de valeur pour ses actionnaires. C'est pour ça que, boursièrement parlant, dans une logique de stock picking, comme ça, de choisir des valeurs, trouver des potentiels disrupteurs, c'est toujours très, ça peut vraiment être ça peut vraiment créer beaucoup de valeur pour un portefeuille, pour une gestion d'actifs. Et c'est pour ça que on imagine que les entrepreneurs en rêvent, les investisseurs aussi. Donc aujourd'hui, vous dites qu'il y en a aujourd'hui à la cote parisienne. Comment est-ce qu'on les cherche ? Comment est-ce qu'on les identifie ? On a parlé de potentiellement disruptifs, c'est-à-dire que potentiellement ça ne le sera pas et cette belle histoire ne sera pas racontée. C'est un peu le risque quand on cherche ces valeurs-là, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont réussir à disrupter et d'autres qui ne vont pas réussier. Bien sûr, il y a une volonté au départ, mais après il faut que ça agisse. Bon, alors, à la Bourse de Paris, il y a 3 secteurs vraiment qui sont des secteurs, des types de valeurs
disrupteurs, c'est notamment le e-commerce. D'accord. On a notamment showroom privé, vente unique, des valeurs comme ça. On a aussi tout ce qui est énergie renouvelable. D'accord. Donc là, on a vraiment des disrupteurs en puissance. En Paris, il y a de beaux représentants. On a notamment Neoen et Voltalia. On a aussi une valeur un peu plus petite qui s'appelle NHOA, qui s'appelait Engie EPS avant. Mais voilà, donc là, on a vraiment des disrupteurs, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils produisent de l'énergie verte à la place d'énergie. Ça, c'est des producteurs d'énergie pour le coup. Ils produisent de l'électricité verte. Donc ça, c'est sujet d'actualité pour le coup. Complètement. Donc là, on est complètement en disruption. Voilà. Donc ça, c'est vraiment deux secteurs assez puissants. Et puis ensuite, on va aussi avoir l'hydrogène également. Donc là, on a trois pure players à la Bourse de Paris. On a notamment McPhy, HRS et HDF. Voilà. Donc là, on a vraiment des potentiels disrupteurs. Et après, ensuite, il y a des valeurs un peu plus, je veux dire, qu'on ne peut pas classer forcément dans ces catégories-là. On a notamment des introductions en bourse récentes. On a Believe qui a été introduite en bourse cette année-là, qui est en fait un label de musique. Bien sûr. Et qui vient en fait disrupter un petit peu le modèle de les indépendants, c'est ça. Exactement. En tout cas, c'est basé là-dessus. Donc c'est vraiment des acteurs, des nouveaux artistes, des artistes nouvelle génération qui vont essayer de travailler, qui vont travailler avec Believe. Et alors, quel parcours en bourse de ces small cap disruptifs? Parce que si on regarde HRS, par exemple, on se souvient de l'IPO, il y avait beaucoup de monde, effectivement, pour l'accompagner sur l'IPO, mais quel parcours une fois que ces entreprises évoluent en bourse? Alors, en fait, on attend de voir le moment où ça va exploser, c'est ça? Ou comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on investit? Alors, si je prends par exemple Neoen. Neoen, ça a été introduit en 2018, en octobre. C'est une boîte qui prend 120%. Depuis son introduction en bourse, qui prend 120% de mieux que le CAC All Tradable. Donc c'est de la surperformance. Voilà. Si on prend NHOA, que j'ai cité juste avant, c'est 142%. Et c'est des boîtes qui sont rentables, ça? Ou c'est des entreprises, c'est des entreprises qui sont rentables? C'est pas de la spéculation d'investisseurs? Alors il y en a aussi des spéculations. Par exemple, Carbios. Carbios, c'est une valeur qui vous le donne du plastique usagé. La solution va dépolymériser le polymère, en fait, on le transforme en monomère qu'on va pouvoir ensuite réassembler en polymère, donc remettre en plastique. Donc ça, je veux dire, c'est complètement disruptif. Donc là, ça fait 3 millions de chiffre d'affaires, ça fait des pertes. On peut appeler ça un concept stock, c'est ce qu'on appelle parfois en bourse. Et ça a pris 100% depuis décembre 2013 par rapport au CAC All Tradable. Donc toujours en surperformance. Là, on est dans la spéculation. Voilà. Après, il y a d'autres disrupteurs. Il y a notamment Claranova. Claranova, ils ont une filiale qui s'appelle Planet Art, et qui permet, vous voyez, avec votre téléphone, vous envoyez les photos à Planet Art et vous renvoie les photos en physique. Voilà. Alors qu'avant, moi je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'imprimais les photos sur mon imprimante, donc ça me donnait des photos de mauvaise qualité. Et si je voulais pas faire ça, il fallait que je prenne un appareil photo pour prendre les photos, aller les faire développer et avoir un beau papier. D'accord. Okay. Donc là aussi, on appelle ça de la disruption. Bon, effectivement, la photo papier existait déjà. Donc en fait, ils impriment des photos qui sont prises sur un téléphone. Exactement. Mais là, ils viennent disrupter. C'est le service proposé qui est différent. En fait, quand vous faites ça, l'appareil photo n'a plus aucun intérêt. Vous êtes d'accord? Bon, l'appareil photo est déjà de moins en moins utilisé depuis qu'on a des téléphones. Ah oui, mais alors là, mais avant, vous preniez des photos, mais pour les afficher, par exemple, bien chez sûr, vous. Voilà, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est 135% de surperformance depuis 2015, Claranova. Mais à l'opposé, vous avez des caisses. Donc là, vous disiez HRS, c'est ça? HRS. Oui, c'est ça, exactement. Quand on parle de gros rendement, moi, j'aime bien parler de risque également. Oui, bien sûr. HRS, depuis l'introduction en bourse, ça prend 7%. De plus que le CAC All Tradable. Mais en même temps, il y a le petit copain qui s'appelle HDF, Hydrogène de France, qui, elle, sous-performe de 7%. D'accord. Mais non, ça, c'est des introductions en bourse de cette année. Donc, vous ne pouvez pas non plus en faire une généralité. Ce qu'on constate, c'est que sur quelques années, ces valeurs-là ont tendance à surperformer, mais pour en avoir eu en portefeuille plusieurs, je veux dire, c'est pas un long fleuve tranquille, la vie boursière d'une valeur potentiellement disruptive. Parce que souvent, si je prends Carbios, par exemple, c'est un potentiel disrupteur. Donc, s'ils y arrivent, aujourd'hui, ils sont en train de tester la solution. S'ils y arrivent, le titre peut aller encore beaucoup plus haut, se fera sans doute racheter par un géant, etc. S'ils n'y arrivent pas, ça vaut pas loin de rien du tout. Oui, parce que ça tombe dans l'oubli finalement. En fait, on achète un projet, on achète une vision, et puis si jamais on n'atteint pas, là pour le coup, on oublie. Ça tombe dans les méandres. Si on peut peut-être résumer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une économie de disruption. Les disrupteurs se trouvent dans les small caps. Voilà. C'est pour ça que souvent, quand je viens ici, on compare la performance des small par rapport aux larges, etc. Mais de mon point de vue, ça a de moins en moins de sens parce que les small vont de plus en plus surperformer les larges parce qu'elles ont une concentration de disrupteurs potentiels beaucoup plus élevés. Là, si je prends les IPO de cette année, par exemple en France, hors marché libre, mais vous avez entre 30 et 50%, selon la manière de voir les choses, de potentiels disrupteurs
alors que dans la côte, comme je viens de le dire, il y en a entre 5 et 10%. C'est-à-dire que les nouvelles introductions, vous avez de plus en plus de potentiels disrupteurs. D'ailleurs, début novembre, il y aura Forsy Power, vous en avez peut-être entendu parler. C'est des gens qui font des batteries électriques pour les bus, les scooters, les trains. Donc c'est un potentiel disrupteur qui va encore rentrer en bourse, après Believe, après Entech, etc. Donc vous avez... Alors justement, en matière d'IPO, je ne sais pas si vous considérez ça comme un disrupteur ou non, parce que son activité est quand même installée depuis un bon bout de temps, mais OVH a fait ses premiers pas en bourse. Un mot peut-être sur cette IPO, des débuts qui sont finalement assez prometteurs, n'en déplaise aux mauvaises langues qui voyaient un mauvais signe dans la panne qu'il y a eu quelques jours avant. Non, il y a eu Strasbourg et puis le fameux incendie, ça c'était plus longtemps. Bien sûr. Le fameux copier-coller qui n'a pas marché là, donc c'est vrai que c'était inquiétant. Comme quoi la disruption parfois ça tire à ça. Alors pour nous c'est pas une valeur disruptive. Pourquoi ? Parce que une disruption, si on remet en cause un acteur existant. Donc là on est plutôt dans une boîte qui accompagne une mutation. Bien sûr. Toute la vague de la digitalisation a été au début disruptif pour certaines choses, mais là on accompagne un mouvement déjà en marche sans forcément défaire un business model en place. Donc moi j'appelle ça un acteur qui profite de la mutation de l'économie, plutôt qu'un disrupteur. Bon, ce qui est super sur cette introduction en bourse, c'est qu'on peut dire cocorico parce que c'est une valeur française et qu'on est en plein dans le thème de la souveraineté qui est vraiment d'actualité. Nous on s'attendait peut-être personnellement peut-être à des débuts en bourse un peu plus compliqués à cause de ces éléments-là, mais ce qu'on a vu aussi, et c'est aussi très réjouissant pour cette opération, c'est que les particuliers étaient là, comme pour Française des Jeux. Bien sûr. C'est peut-être l'IPO vraiment depuis la Française des Jeux qui a le plus vraiment alimenté l'enthousiasme des particuliers, et peut-être qu'ils ont un peu sauvé l'opération, peut-être que c'est un peu eux qui ont sauvé l'opération, et pour l'instant ça prend 15-20% depuis l'introduction en bourse, donc on ne peut qu'en s'en réjouir, c'est évident. Merci beaucoup Pierre Chang d'être venu nous éclairer un petit peu sur ce filtre disruptif qu'on peut mettre sur les small caps. Pierre Chang, je rappelle que vous êtes gérant de fonds au PCVM chez Tocqueville Finance. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle la clôture du CAC 40 qui clôture, je le retrouve tout de suite, qui clôture en hausse plus 0,6% à 6706 points à peu près. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Bourse à 12h30.